L'aube de ce 31 décembre 2025 semblait ordinaire sur le front Est, enveloppé dans un calme hivernal presque artificiel. L'air était immobile, le ciel lourd et gris, sans présage de ce qui allait suivre. Pour les unités russes stationnées dans cette zone, le jour commençait comme tant d'autres. Routine, vérification technique, transmission codée. Pourtant, derrière cette apparente normalité, quelque chose se préparait, quelque chose que personne ne pouvait encore percevoir. Dans les bases avancées, les hélicoptères Mi-8 attendaient leurs ordres, moteurs éteints, carénage couvert d'une fine couche de givre. Ces machines, familières, presque rassurantes, faisaient partie du quotidien. Personne ne doutait de leur fiabilité. Ces appareils étaient le lien vital entre les lignes, la continuité des opérations, la preuve tangible que, malgré les pertes et la tension, le système fonctionnait encore. Mais ce matin-là, un vol allait tout changer. Sans avertissement, sans protocole particulier, un Mi-8 MTV reçut l'ordre de décoller. Une mission logistique, simple, claire, presque banale. Transporter du matériel et du personnel entre deux points considérés comme sûrs. L'équipage suivit les procédures à la lettre, sans précipitation. Rien ne laissait penser qu'il s'agissait d'un vol différent des dizaines d'autres effectués ces derniers jours. Les contrôleurs de la base observaient sur leurs écrans une trajectoire familière, des chiffres stables, un signal propre. Dans le ciel, la machine prenait de la hauteur, son rotor soulevant la neige durcie, traçant un sillage invisible à travers l'air froid. L'opération semblait d'une prévisibilité presque ennuyeuse. Pourtant, loin de là, na rozstajanie nieskelkich kilometrów, quelque chose d'infiniment plus petit, mais terriblement précis, se préparait. Une équipe ukrainienne de quelques opérateurs prenait position. Pas de hangar, pas de grande base, pas de renfort visible. Seulement quelques hommes, un écran, des antennes et un drone FPV, modifié, préparé, réglé pour une mission unique. Ces engins, légers, maniables, fabriqués parfois à partir de composants civils, étaient devenus un symbole d'une guerre qui avait cessé d'être symétrique. Le coût de l'attaque serait insignifiant comparé à celui de la cible. Mais dans cette guerre moderne, les chiffres ne mesurent plus la supériorité. Ils mesurent seulement la précision, la rapidité et la détermination. L'hélicoptère avançait, majestueux dans son inertie, au-dessus d'un paysage silencieux. Dans sa cabine, rien ne trahissait l'imminence du danger. Les instruments affichaient des paramètres parfaits, la radio restait claire. L'équipage discutait calmement, sans savoir que, quelque part, un signal venait d'être envoyé. Le drone s'éleva, non pas pour être vu, mais pour se fondre dans les courbes du terrain. Pas de montée spectaculaire, pas de bruit perceptible. Il glissait au ras du sol, invisible pour les radars classiques, dissimulé par les collines et les arbres. Chaque mètre le rapprochait de sa cible. Chaque seconde effaçait la distance entre deux mondes. Celui des technologies lourdes, coûteuses, et celui de la guerre compacte, agile, numérique. Ce contraste devenait presque symbolique. D'un côté, une machine issue de décennies d'ingénierie, conçue pour résister, pour durer. De l'autre, un objet fragile, fait de fibres légères et d'électronique miniature, prêt à se sacrifier pour accomplir une seule action. Les opérateurs observaient l'écran. La silhouette du Mi-8 commençait à apparaître, d'abord minuscule, puis de plus en plus claire. Chaque détail comptait. Le vent, la distance, la trajectoire, l'angle d'approche. Il n'y aurait pas de seconde tentative. Le succès dépendait d'une seule frappe, d'un seul alignement parfait. Dans la cabine du drone, le temps semblait suspendu. Sur l'écran, le ciel tremblait à peine. Pendant ce temps, du côté russe, personne ne soupçonnait rien. Les signaux radars étaient propres. Aucun mouvement suspect ne venait troubler la routine. Les protocoles de défense ne prévoyaient pas ce genre de menace. Un drone si petit, si rapide, si précis. La doctrine reposait encore sur des scénarios classiques, où l'ennemi devait être massif, détectable, bruyant. Mais cette guerre avait changé de dimension. L'invisible devenait mortel. Le Mi-8 continuait son vol, droit, stable, silencieux dans sa confiance. Il ne savait pas qu'il était déjà visé, déjà marqué. Dans la dernière phase de l'approche, le drone accéléra. Le souffle du rotor résonnait faiblement dans la caméra.
Quelques secondes plus tard, tout allait basculer. C'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Ce qui s'est produit ensuite ne fut pas un simple incident technique ni une erreur de navigation. Ce fut le moment où deux visions du monde se sont percutées de plein fouet, celle de la guerre mécanique et celle de la guerre numérique. Ce fut le choc entre le passé et le présent, entre la force et la précision, entre la taille et la rapidité. Et c'est à ce moment précis que l'équilibre du ciel, si longtemps dominé par la puissance, commença à vaciller. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce récit, car ce qui arriva après dépasse tout ce que les analystes militaires pouvaient imaginer. Le moment de l'impact fut si bref qu'aucun des systèmes de bord n'eut le temps de réagir. Sur l'écran du poste ukrainien, la silhouette du Mi-8 s'agrandit d'un coup, le champ de vision vibra, puis une lumière blanche éclata dans un silence total. L'opérateur relâcha la commande à l'instant même où le signal s'interrompit. La mission était accomplie. Le drone venait de frapper l'une des zones les plus vulnérables du fuselage, juste sous la transmission principale, là où un choc direct provoque la perte immédiate de contrôle. Le rotor, pivot du vol, se désintégra presque aussitôt, transformant le ciel paisible en un vortex de métal et de feu. Le Mi-8 tenta, à l'espace d'une seconde, de retrouver sa stabilité, comme s'il refusait encore d'admettre sa condamnation. Mais la physique était implacable. L'appareil bascula, se retourna, puis chuta. Le bruit du rotor se mua en hurlements avant de s'éteindre brutalement. La neige, soulevée par le souffle de la chute, retomba lentement sur les débris encore fumants. Dans les centres de commandement russes, la confusion régna d'abord quelques minutes. Les écrans de surveillance montraient une perte de signal sans alarme préalable. Aucun radar ne détectait d'intrusion, aucune communication d'urgence n'avait été émise. Le silence du système était plus effrayant que n'importe quelle explosion. Les officiers crurent d'abord à une panne de transmission, un incident technique banal. Mais les minutes passaient et aucun contact n'était rétabli. Les lignes d'urgence furent ouvertes, les fréquences croisées, sans réponse. Les postes au sol signalèrent bientôt un panache de fumée montant à l'horizon, au-delà des zones habitées. Ce fut le premier indice. Ce qu'on redoutait depuis longtemps venait de se produire. Une plateforme de transport essentielle venait d'être abattue sans qu'aucun dispositif de défense n'ait eu le temps d'intervenir. Les premiers rapports parvenus à la hiérarchie confirmaient une hypothèse inédite. L'hélicoptère avait été touché par un drone de type FPV, probablement lancé depuis une position dissimulée à quelques kilomètres de là. Cette conclusion semblait impossible, presque absurde pour les ingénieurs militaires présents au centre d'analyse. Comment un engin artisanal, léger, au coût dérisoire, avait-il pu neutraliser une machine blindée, testée et certifiée pour résister à des tirs bien plus puissants? Les enregistrements radars furent alors revérifiés. Les signaux parasites, jusque-là négligés, se révélèrent être les fragments de la trajectoire du drone. Une signature faible, à peine perceptible, masquée par le relief et le bruit atmosphérique. La sophistication n'était pas technologique, elle était tactique. Les opérateurs ukrainiens avaient parfaitement exploité les angles morts des radars et la lenteur du protocole de réaction russe. L'ordre fut donné immédiatement de verrouiller la zone. Des unités de recherche furent dépêchées par voie terrestre. Les soldats arrivés sur place décrivirent un spectacle d'une précision presque chirurgicale. Les débris étaient concentrés dans un vallon étroit, preuve d'un impact direct et maîtrisé. Les restes du fuselage témoignaient de la violence interne de l'explosion. Une brèche nette à l'arrière, là où le drone avait frappé, et la désintégration complète du système de transmission. L'odeur du carburant se mêlait à celle du métal brûlé. Les flammes, bien que contenues, rendaient l'approche difficile. Le choc sur les équipes fut profond. Personne n'avait anticipé que le front pouvait produire une telle attaque à cette profondeur, dans une zone qualifiée de « stabilisée ». Très vite, les implications dépassèrent la perte d'un seul appareil. Au quartier général régional, les analystes comprirent que ce n'était pas un incident isolé, mais une démonstration. Un message technologique et psychologique. La guerre venait de franchir une ligne invisible. Les drones FPV, autrefois perçus comme des armes secondaires, venaient de prouver qu'ils pouvaient frapper des cibles stratégiques bien au-delà de la ligne de front. En quelques minutes, le paradigme du contrôle aérien venait d'être bouleversé. Les ordres se multiplièrent, renforcement immédiat des défenses rapprochées,
activation des systèmes de brouillage, suspension de tous les vols non essentiels. Les communications internes se chargeaient d'un ton nerveux, presque désespéré. Chaque officier comprenait qu'il n'existait plus de couloir sûr, plus de ciel protégé. Le mot « sécurité » venait de perdre sa signification. Dans les médias officiels, le silence fut total. Aucun communiqué ne mentionna la perte du Mi-8. Le discours public se limita à de vagues allusions à un incident technique. Mais sur les canaux informels, les images commencèrent à circuler. Des vidéos filmées à distance, montrant la colonne de fumée, les restes de la carlingue, les véhicules d'intervention. Ces séquences, diffusées sur les réseaux, contredisaient la version officielle. Elles rappelaient à tous que le ciel, autrefois dominé par des hélicoptères et des chasseurs, appartenait désormais aux machines les plus petites, aux opérateurs cachés derrière des écrans. Du côté ukrainien, l'opération était analysée en détail. Les opérateurs n'avaient pas cherché la gloire, leur réussite tenait à la discipline, à la répétition des gestes, à la compréhension des points faibles de la structure du Mi-8. La frappe n'avait rien de fortuit. Chaque élément avait été calculé. La vitesse d'approche, le moment de l'accélération, le point d'impact. Ces drones n'étaient plus de simples jouets militaires. Ils étaient devenus des armes de précision à bas coût, capables de remodeler la tactique et la psychologie du champ de bataille. Pour la première fois depuis longtemps, la peur changeait de camp non pas à cause du nombre, mais à cause de la certitude que n'importe quel vol pouvait devenir le dernier. À Moscou, le ton des discussions internes devint grave. Les états-majors convoquèrent des réunions d'urgence, cherchant à comprendre comment un tel scénario avait pu se produire sans alarme préalable. Les officiers de la défense aérienne furent sommés de réévaluer toutes les procédures. Les manuels tactiques, rédigés pour une guerre conventionnelle, semblaient déjà obsolètes. On parla de saturer les zones de brouillage, de multiplier les patrouilles, de réduire les altitudes de vol, mais rien ne pouvait masquer la vérité. La technologie accessible à tous venait de neutraliser la suprématie aérienne construite pendant des décennies. Dans les unités opérationnelles, le changement d'attitude fut immédiat. Les pilotes, même les plus expérimentés, prirent conscience qu'ils n'étaient plus invulnérables. Chaque décollage devenait une prise de risque, chaque trajet un pari. Les procédures de sécurité se durcirent, décollage rapide, changement de trajectoire aléatoire, altitude variable. Pourtant, aucun de ces ajustements ne suffisait à garantir la survie face à une menace aussi mobile et imprévisible. Les commandants savaient que la peur, même non dite, s'installait lentement. Les discussions entre équipages évoquaient la même idée. Si un simple drone pouvait abattre un Mi-8, alors plus aucun appareil n'était vraiment à l'abri. L'incident devint un point de bascule dans la perception de la guerre. Dans les coulisses, les rapports confidentiels décrivaient un choc doctrinal. L'avantage n'était plus défini par le calibre des armes, ni par la masse des blindages, mais par la rapidité d'adaptation, par la compréhension fine des vulnérabilités adverses. Les drones avaient ouvert une brèche qui ne se refermerait plus. Et tandis que les chaînes officielles cherchaient à minimiser l'incident, les analystes occidentaux observaient avec attention, sachant que cette frappe marquait une étape cruciale dans l'évolution des conflits modernes. Les conséquences immédiates furent multiples. Redéploiement des radars, renforcement des unités de brouillage, création de périmètres de surveillance autour des bases. Mais tout cela n'était que réaction tardive. L'initiative appartenait déjà à ceux qui savaient manier la précision, l'imprévisibilité et la patience. Ce jour-là, la guerre venait d'entrer dans une nouvelle ère, celle où un signal envoyé depuis un petit émetteur pouvait décider du sort d'un appareil de plusieurs tonnes. Et ce message, transmis sans mots, résonnait désormais bien au-delà du champ de bataille. Les heures qui suivirent furent marquées par une agitation silencieuse à travers toute la chaîne militaire russe. Les rapports s'accumulaient sur les bureaux des officiers, chacun plus troublant que le précédent. Le constat était brutal. L'hélicoptère n'avait pas été victime d'une défaillance mécanique ni d'un tir d'artillerie, mais d'un drone FPV, lancé depuis une position isolée, opéré manuellement par une équipe réduite. Ce simple fait remit en cause des décennies de doctrine militaire. Les bases de la supériorité aérienne, fondées sur la technologie lourde, venaient d'être fissurées par une arme née d'une logique inverse. Simplicité, mobilité, accessibilité. À Rostov, un général prononça une phrase qui circula ensuite dans les couloirs du commandement. « Nous ne contrôlons plus le ciel, nous le partageons avec des ombres. Ces ombres, ce sont les drones,
invisibles jusqu'au moment où il est trop tard pour les intercepter. Les enquêtes de terrain menées sur le lieu de la chute du Mi-8 révélèrent l'ampleur de la précision de l'attaque. Les experts identifièrent des fragments électroniques issus de composants civils, une caméra de sport modifiée, une antenne imprimée en série, des batteries standards, rien qui ressemblait à une arme de guerre industrielle. Et pourtant, le résultat était équivalent à celui d'un missile guidé. Les ingénieurs de défense, envoyés depuis Moscou pour analyser les débris, comprirent vite que le problème n'était pas matériel, mais stratégique. Ce qui avait permis cette frappe, ce n'était pas la puissance du drone, mais la vulnérabilité du système adverse. Les espaces considérés comme sécurisés ne l'étaient plus. Les itinéraires prévisibles étaient devenus des pièges. Les protocoles pro-rigides s'étaient transformés en failles. Ce n'était plus seulement un revers tactique, c'était une crise de modèle. À Kiev, la nouvelle circulait discrètement, sans triomphalisme. L'opération, qualifiée en interne de réussite exemplaire, démontrait que la guerre moderne reposait désormais sur la créativité technologique autant que sur la discipline militaire. Les opérateurs de drones, souvent jeunes, formés en dehors des structures traditionnelles, devenaient les nouveaux acteurs stratégiques du front. Ils maîtrisaient la géométrie des trajectoires, la lecture du terrain, la gestion du signal. Ils savaient où frapper, quand frapper, et surtout, comment rendre chaque coup décisif. Ce succès ne devait rien au hasard. Il était le fruit d'un apprentissage collectif né du terrain, affiné jour après jour par l'expérience, la transmission de données, les erreurs corrigées en temps réel. Leurs opérations formaient désormais une mosaïque d'initiatives coordonnées, capables d'éroder les défenses adverses sans même chercher la confrontation directe. Dans les jours qui suivirent, plusieurs incidents similaires furent signalés. D'autres drones, de conception presque identique, furent repérés près de zones de ravitaillement, de colonnes de véhicules ou d'antennes de communication. Les tentatives d'interception échouaient souvent. Les radars détectaient des anomalies trop tard, les brouillages perturbaient autant les transmissions amies que les signaux ennemis. L'armée russe réagit par une escalade de précautions. Des zones entières furent fermées à la navigation aérienne, des couloirs civils redessinés, des patrouilles multipliées. Pourtant, plus les mesures s'intensifiaient, plus la peur s'enracinait. Les pilotes voyaient désormais dans chaque point lumineux à l'horizon une possible menace. Le bruit d'un moteur, même lointain, suffisait à tendre chaque muscle. Les récits d'attaque se transmettaient entre unités, souvent déformées, amplifiant la panique latente. Dans les camps, le silence s'installait pendant les décollages. Plus personne ne parlait, tous observaient le ciel, attendant le moindre signe. À l'intérieur des états-majors, une réécriture complète des manuels de sécurité fut ordonnée. Les stratèges recommandaient de redéfinir le concept même de supériorité aérienne. Les hélicoptères, autrefois considérés comme les outils les plus polyvalents du champ de bataille, devenaient soudainement les plus exposés. Les transports furent limités au strict nécessaire, les missions médicales repoussées, les évacuations différées. Les conséquences humanitaires furent immédiates. Des blessés restaient plus longtemps sur les lignes de front, les ravitaillements tardaient à arriver et le moral s'effritait. Un drone, par sa seule présence potentielle, pouvait paralyser une logistique entière. Cette asymétrie était la véritable arme de cette nouvelle guerre. L'ennemi n'avait pas besoin d'attaquer sans cesse, il lui suffisait d'être possible. En Europe, les états-majors observaient ces événements avec attention. À Berlin, à Paris, à Varsovie, des analyses confidentielles circulaient déjà, évoquant une transformation radicale du champ de bataille. Les drones, autrefois cantonnés à la surveillance ou à l'appui léger, devenaient des instruments de rupture stratégique. Des rapports soulignaient la vulnérabilité des infrastructures, des convois, des communications. Le concept même de ligne de front perdait de sa pertinence. Dans les think tanks et les ministères de la Défense, les discussions s'intensifiaient autour d'une question simple mais déstabilisante. Comment défendre l'espace contre une menace si petite, si mobile, si peu coûteuse? La réponse, pour l'instant, restait introuvable. Les grandes puissances, longtemps confiantes dans la supériorité de leurs arsenaux, découvraient qu'une guerre à bas coût pouvait miner leurs fondements stratégiques. Sur les réseaux d'information, les images de drones devenaient virales. Des séquences de vol, des approches à basse altitude, des impacts filmés par les caméras embarquées circulaient partout. Elles fascinaient autant qu'elles inquiétaient. Le public découvrait une guerre où le combat se jouait à l'échelle de quelques mètres, où un opérateur anonyme
pouvait décider du sort d'un engin de plusieurs tonnes. La guerre, dématérialisée, entrait dans les foyers sous la forme de vidéos partagées, d'analyses diffusées en continu. Ce changement de perception était presque aussi puissant que le changement tactique lui-même. Le drone n'était plus seulement une arme, il devenait un symbole de puissance individuelle, un message de la modernité face aux empires lents et bureaucratiques. Dans les cercles du renseignement russe, on redoutait une contagion de cette méthode. Les experts prévoyaient que les drones FPV deviendraient une menace constante, utilisés en essaim, coordonnés, difficiles à contrer. Certains évoquaient déjà la nécessité d'une révolution doctrinale complète, d'un investissement massif dans les contre-mesures électroniques, de nouvelles formations spécialisées. Mais au-delà de la technique, c'est la psychologie du combat qui se fissurait. Les soldats, autrefois confiants dans leurs blindages et leurs procédures, comprenaient désormais que la guerre moderne ne récompensait plus la taille ni la force, mais la rapidité d'esprit et l'inventivité. L'avantage appartenait à celui qui osait sortir du cadre. Le drame du Mi-8 n'était plus seulement un épisode militaire, il devenait une métaphore d'un basculement historique. Dans un monde où la technologie s'universalise, où les composants d'une arme redoutable peuvent être commandés en ligne et assemblés dans un garage, les frontières entre armées régulières et combattants irréguliers s'effacent. La guerre cesse d'être un monopole des États. Elle devient un territoire partagé entre ingénieurs, tacticiens, programmeurs, amateurs passionnés et professionnels aguerris. Chaque individu connecté devient un potentiel acteur du champ de bataille. Le ciel, jadis domaine réservé des puissances, devient un espace ouvert, fluide, incertain. Alors que la neige retombait sur les ruines du Mi-8, l'image de ce drone isolé, fonçant vers sa cible sans retour possible, restait gravée dans les esprits comme le symbole d'une ère nouvelle. Une ère où la victoire ne dépend plus de la quantité d'acier, mais de la capacité à anticiper, à comprendre et à frapper avant d'être vu. Dans ce silence d'après-combat, un message se dessinait, invisible mais évident. La guerre du futur ne ressemblera plus à celle d'hier. Elle sera diffuse, connectée, imprévisible. Et aucun ciel, aussi vaste soit-il, ne sera jamais vraiment sûr.